Le palais présidentiel a abrité aujourd'hui un conseil des ministres dirigé par le président de la République Alassane Ouattara. Des mesures ont été prises pour éradiquer la cybercriminalité ainsi que la traite et l'exploitation des enfants. Elle succède à l'Angolais Luis Gomez Sombo. La Botswanaise Machidi Somoiti a été élue aujourd'hui directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique. 5 candidats étaient en liste, dont le professeur Thérèse Ndriyomo de la Côte d'Ivoire. Le plus grand marché africain dédié à l'audiovisuel, Discop Africa, a ouvert ses portes à Johannesburg en Afrique du Sud. La Côte d'Ivoire est le pays invité d'honneur à cette 9e édition. La rencontre prend fin vendredi prochain. Bonsoir et bienvenue dans ce 23h. Le président de la République, Alassane Ouattara, est arrivé ce soir au Ghana, à Accra, dans la capitale ghanéenne. Le chef de l'État va prendre part au sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Une rencontre de haut niveau sur fond de la maladie à virus Ebola et la situation au Burkina Faso. Le chef de l'État se rendra ensuite à Uyo, au Nigeria, vendredi, pour participer à l'invitation de son homologue Goodluck Jonathan, président de la République fédérale du Nigeria, à la cérémonie d'inauguration du stade international d'Ibom. Et le président Ouattara regagnera Abidjan à l'issue de la cérémonie le même vendredi. Avant son départ pour Accra, le chef de l'État a présidé un conseil des ministres tenu au palais présidentiel. Le conseil a pris des mesures en vue d'éradiquer la cybercriminalité et également la traite et l'exploitation des jeunes filles ivoiriennes envoyées comme filles de maison dans les pays du Proche et Moyen-Orient. Viviane Naïma. Des décisions importantes en matière de lutte contre de nouvelles formes de criminalité ont été prises par le Conseil des ministres de ce mercredi 5 novembre tenu au palais présidentiel sous la présidence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Le Conseil des ministres a ainsi décidé la création d'une unité de lutte contre la cybercriminalité en plein essor avec l'implantation des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Le Conseil a adopté un décret qui porte création, attribution, organisation, composition et fonctionnement de ce qui s'appelle l'unité de lutte contre la cybercriminalité transnationale, en abrégé UCT. L'unité de Côte d'Ivoire est chargée, en synergie avec celle des autres pays, de collecter, d'analyser les informations et de mener des enquêtes sur les faits de trafic illicite, de drogue, de criminalité transnationale. L'autre nouvelle forme de criminalité sur laquelle s'est penché le Conseil des ministres concerne la traite et l'exploitation abusive des jeunes filles ivoiriennes, devenue désormais une activité lucrative pour de nombreuses personnes au travers de divers commerces de distraction nocturne ou encore de placement de ces jeunes filles dans des emplois de bonne à tout faire dans des pays du Proche et du Moyen-Orient. Le Conseil des ministres a décidé de mettre un terme à cette traite honteuse. Des mesures ont été décidées comme la création d'un comité national de lutte, la fin de l'impunité pour les personnes qui s'adonnent à ces trafics, le rapatriement des jeunes filles victimes réduites en esclavage loin de leur pays natal. Des exemples ont été donnés en Conseil et je ne vous dirai pas l'indignation que cela a créée à la fois chez les membres du gouvernement et chez le chef de l'État. Indignation qui nous pousse à prendre des mesures fortes pour protéger ces personnes-là et en particulier les jeunes filles concernées. Le Conseil des ministres a en outre fait un bilan de l'état d'exécution du programme d'action du président de la République. Il ressort que sur 40 actions diligentées par le chef de l'État, comme l'accès pour tous à l'eau potable, à l'électricité, etc., 16 ont déjà été exécutées. Le Conseil des ministres a donc exhorté les différents ministres à redoubler d'efforts. Nous restons au palais présidentiel où le président de la République a reçu le président du comité de sanctions du Conseil de sécurité des Nations Unies pour la Côte d'Ivoire. Le chef de l'État s'est par la suite entretenu avec le directeur des opérations de la Banque mondiale dans le pays. Viviane Naïmen nous fait le point de ces audiences.
Présent en Côte d'Ivoire pour une nouvelle mission d'évaluation sur le respect de l'embargo sur les armes imposé par les Nations Unies depuis 2004 à la Côte d'Ivoire, le président du comité de sanctions du Conseil de sécurité des Nations Unies pour la Côte d'Ivoire, Christian Barros, s'est entretenu avec le président de la République, Alassane Ouattara, au palais présidentiel. Le gouvernement ivoirien poursuit depuis 2011 la levée de cet embargo. Et si le gouvernement a déjà obtenu une levée partielle qui lui permet d'importer des armes de petit calibre, reste que l'embargo sur les armes lourdes demeure. Le président du comité de sanctions des Nations Unies a rassuré sur l'état d'avancement de ce dossier. Nous travaillons très dur avec le gouvernement pour avoir un très bon dialogue. Ce sont des rendez-vous privés qui sont très productifs et dont je me réjouis. Après les récentes assises annuelles de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international à Washington, le directeur des opérations de la Banque mondiale en Côte d'Ivoire, Ousmane Diagana, est venu échanger avec le président de la République sur les orientations et les nouvelles stratégies de la Banque mondiale en Côte d'Ivoire. Au menu des échanges, bien sûr, la crise sanitaire dans la sous-région due à l'épidémie de la fièvre Ebola et aussi la situation de crise aujourd'hui au Burkina Faso. Nous avons saisi l'occasion de l'audience que son Excellence le Président de la République a bien voulu nous accorder pour lui faire le compte-rendu de ces assemblées et en particulier mettre en exergue les importants progrès que la Côte d'Ivoire a réalisés dans la mise en œuvre de notre stratégie d'accompagnement post-crise à la Côte d'Ivoire. Nous avons également échangé sur les défis qui restent, notamment comment faire pour reculer de manière significative la pauvreté et créer davantage de richesses en Côte d'Ivoire. Le deuxième point, la région ouest-africaine est confrontée à l'épidémie de la maladie à virus Ebola. Heureusement, grâce au leadership du président de la République et de tous les efforts qui ont été faits dans ces pays, la Côte d'Ivoire reste épargnée. Compte tenu de sa position centrale au niveau de l'Afrique de l'Ouest, nous avons échangé sur les voies et moyens de continuer à protéger la Côte d'Ivoire, mais en même temps de faire en sorte que l'expérience de la Côte d'Ivoire puisse être disponible auprès des autres pays afin que cette maladie puisse disparaître le plus tôt que possible. La Banque mondiale, à cet égard, a déjà mobilisé des ressources importantes, aussi bien pour la Côte d'Ivoire que pour les autres pays, et se tient à la disposition pour continuer à renforcer les services de santé ou le système de santé dans son ensemble, qui est le garant, le meilleur moyen justement de prévention contre cette maladie. Et finalement, évidemment, je suis directeur des opérations de la Banque mondiale pour la Côte d'Ivoire, mais je le suis également pour le Burkina Faso. Il était important pour moi de bénéficier des conseils du président de la République par rapport à la situation du Burkina Faso, qui est un pays non seulement voisin de la Côte d'Ivoire, mais c'est un pays qui est fragile et que par conséquent, dans notre volonté d'aider tous nos pays membres à sortir de la pauvreté, il est important que nous puissions voir comment approcher des pays comme ça qui entrent ou qui sortent de crise. Le nouveau directeur régional de l'OMS pour l'Afrique est connu. Il s'agit de la Botswanaise Matshidiso Moeti. Elle a été élue par la majorité des délégués des 37 pays africains présents sur les 47 attendus. C'était à la faveur de la 64e session du comité régional de l'OMS pour l'Afrique qui se tient depuis lundi à Cotonou, la capitale béninoise. Et Matshidiso Moeti succède à l'Angolais Luis Gomez Sambo. Delphine Bla. Le découragement se lit sur les visages, mais le fair play a régné. Sur 5 candidats, le professeur Ndrio Manteres de la Côte d'Ivoire, le docteur Jean-Marie Okobele de la RDC, le docteur Fatoumata Nafo Traoré du Mali, le professeur Dorothée Kindo Gazar du Bénin, c'est le docteur Matshidiso Rebecca Moeti du Botswana qui a été élu à la tête de l'OMS de la région africaine. Je remercie tous mes collègues qui ont été des concurrents et j'avais beaucoup aimé l'esprit dont nous avons fait ce travail et nous nous sommes mis d'accord que nous allons travailler ensemble dans le futur pour améliorer la santé des Africains. Elle succède ainsi à Dr Luis Sambo qui a dirigé l'OMS pour l'Afrique pendant 10 ans.
Dès que le verdict est tombé ce matin, la délégation ivoirienne a souligné que la candidate de la Côte d'Ivoire n'a pas démérité. Elle a fait une très bonne prestation au grand oral hier et tout le monde s'est accordé pour reconnaître qu'elle avait les qualités et les capacités pour diriger cette organisation. Madame Thérèse Ndrinyoma n'a pas démérité. Elle a toute la confiance du président de la République qui a suivi de bout en bout sa campagne électorale et ce scrutin. Et Ali Koulibaly a aussi ajouté que l'Afrique de l'Ouest doit tirer les leçons pour avoir présenté 3 candidatures. Nous payons le luxe d'avoir aligné 3 candidates de l'Afrique de l'Ouest, alors que nous aurions pu faire preuve de solidarité pour avoir ce poste prestigieux de directeur régional de l'OMS. Pour le ministre ivoirien de la Santé, il y a des choses à revoir au niveau de l'OMS. À l'avenir, il faudra également que certaines dispositions qui ne figurent pas et qui représentent un vide juridique dans les textes de l'OMS, en tant que ministre de la Santé, je pense que je vais soulever cela lorsque nous allons nous trouver en session. Il faudrait que les textes de l'OMS soient clairs. La candidate de la Côte d'Ivoire, celle qui a placé la santé au cœur de l'émergence, garde toujours espoir. Je garde beaucoup d'espoir pour me mettre au service de l'Afrique à d'autres occasions. Et je voudrais franchement remercier le président de la République pour la confiance placée en moi, pour tous les efforts qu'il a fait, son implication personnelle. La candidate du Botswana, élue, sera présentée au conseil exécutif de l'OMS qui va entériner son élection en janvier 2015 avant sa prise de fonction en février 2015 pour 5 ans. Le Premier ministre Daniel Cablon-Duncan conduit en ce moment une délégation gouvernementale ivoirienne pour une visite en Inde. Le chef du gouvernement et son équipe prennent part à la double cérémonie du Forum économique mondial et le 16e sommet économique indien. Hier, Daniel Cablon-Duncan a eu une importante rencontre avec des hommes d'affaires indiens. Il leur a vanté les performances économiques du pays. Noël Gnagno est notre envoyé spécial en Inde. New Delhi, capitale de la Fédération des Indes, ce mardi. Capitale pour 72 heures de la réflexion sur l'économie mondiale. Centre d'intérêt pour l'édition de World Economic Forum 2014 redéfinit le partenariat public-privé pour un nouveau départ. Arrivé la veille, aux environs de 23h heure locale, 16h30 à Abidjan, Daniel Cablon-Duncan, Premier ministre, ministre de l'économie, des finances et du budget, a situé les enjeux de sa présence à ce forum. Le président de la République nous a demandé donc de venir avec les ministres Billon et le ministre Jean-Claude Brou pour renforcer la coopération entre l'Inde et la Côte d'Ivoire. Renforcer la coopération, oui. Ça vaut déjà quoi? Mais écoutez, je pense qu'on est autour de 580 milliards à peu près d'échanges commerciaux entre l'Inde et la Côte d'Ivoire. Ça a bondi ces derniers temps fortement. Et nous devrons pouvoir aller plus loin. La deuxième raison, c'est pour rencontrer les autres investisseurs. Il s'agit d'un forum dans lequel les gens viennent de l'extérieur et nous pourrons aussi rencontrer les autres partenaires ici pour faire en sorte que, comme on l'a dit, donc, le secteur privé national et international soit bien sûr le moteur de la croissance à Côte d'Ivoire. Sans des rencontres avec le privé indien, la séance interactive à la Confédération des industries indiennes a servi de rampe de lancement au programme du Premier ministre. Des industriels indiens de tous les secteurs d'activité sont venus s'informer sur le potentiel économique de la Côte d'Ivoire, les opportunités d'investissement et sur les réformes structurelles qui sécurisent les investisseurs, leur investissement et font de la Côte d'Ivoire une destination à privilégier pour tout investisseur. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est aussi la porte d'entrée de l'Afrique de l'Ouest avec un marché sous-régional de plus de 100 millions d'habitants. Le reste de la journée s'est fait à pas de course. Audience, panel, rencontre sectorielle en B2B avec un moment culminant de la journée, l'audience accordée au Premier ministre par le ministre indien des Affaires étrangères.
EcoPlus ce soir s'intéresse à l'exportation du cacao, notamment à l'aide accordée aux PMX et aux COPEX pour booster leur compétitivité. Les PMX et COPEX sont les petites et moyennes entreprises exportatrices de cacao et l'État de Côte d'Ivoire a décidé d'aider ces petites et moyennes entreprises à travers une série de mesures en vue de les rendre plus compétitives face à la concurrence. Nous restons avec Noël Niagnou. L'exportation du cacao ivoirien, un segment de la chaîne des valeurs de la filière café-cacao où se côtoient au même guichet et dans les mêmes conditions des acteurs de nature différente. Nous avons trois types d'opérateurs. Il y a les multinationales qui dominent en général le commerce international. Et les multinationales ont derrière des groupes financiers et sont parfois régis en intégration, c'est-à-dire il y a l'acheteur, il y a l'exportateur, il y a le transporteur et il y a même le chocolatier et il y a la banque. A contrario, il y a les petits exportateurs. Cette différence de nature associée à la différence de moyens logistiques et financiers, vous avez au bout du compte un écart de compétitivité criant. Par exemple, sur les taux d'emprunt bancaire, nous empruntons en Côte d'Ivoire à 14-15%. Ceux qui ont la latitude d'emprunter à l'étranger empruntent à 2%. Quand vous prenez le transit, celui qui exporte 120 000 tonnes, quand il va voir un transitaire pour lui dire faites-moi une cotation sur 120 000 tonnes, le transitaire peut lui faire une cotation peut-être à 32, 20, 29 francs le kilo. Vous, quand vous partez voir un transitaire pour dire moi j'exporte 5 000 tonnes et 20 000 tonnes, faites-moi une cotation. Le transitaire il va vous faire une cotation peut-être de 35, 36 voire 40 francs le kilo. Donc là, il y a déjà une différence sur le volume. Pareil, quand vous partez voir une société qui produit des sacs pour dire que je vais t'acheter des sacs pour une valeur de 3 à 4 milliards, il va vous faire une réduction par rapport à celui qui dit bon, moi je veux des sacs pour peut-être 500 millions. Quand on fait tous ces calculs, nous, en tant que PMS, COPES, il y a un gap, c'est-à-dire que nous avons un écart de compétitivité qui tourne autour de 100 francs, 120 francs le kilo. Ce différentiel de 100 à 120 francs par kilogramme dans un secteur où l'unité de mesure de base est la tonne, handicape les PMEX et COPEX. Voilà qui a motivé les nouvelles mesures arrêtées par le Conseil du café-cacao en vue d'impliquer davantage les petites et moyennes entreprises d'exportation PMEX et les coopératives d'exportation COPEX. En la matière, la Côte d'Ivoire ne fait pas exception. Aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle le Small Business Act, c'est-à-dire que c'est une loi qui existe pour que 40% de tous les marchés public américain soit réservé aux sociétés américaines. Les premières mesures de soutien version Côte d'Ivoire visent l'aide au financement. La baisse du taux de la caution bancaire de 2,5% qui passe à 1% pour les contrats débloqués en propre par ces structures, les COPEX et les PMEX. La suppression de la caution bancaire de 1% à produire dans le cadre de l'exécution par les PMEX et COPEX des contrats internationaux. La production de la caution bancaire par les PMEX et COPEX seulement un mois avant l'ouverture de la campagne concernée. À cela pourrait s'ajouter, dans les jours qui viennent, des mesures portant sur des exonérations fiscales et parafiscales sur un volume d'environ 150 000 tonnes. Les secondes portent sur l'accès au marché international. L'allocation aux PMEX et COPEX par le Conseil du café-cacao lui-même de l'exécution de la totalité des contrats internationaux. Pour l'heure, ces premiers acquis sont appréciés à leur juste valeur. L'État de Côte d'Ivoire commence à vendre déjà son cacao en janvier. Les exportations commencent en octobre. Donc de janvier jusqu'en octobre, vous avez qu'il y a un laps de temps. Pendant ce laps de temps-là, quand vous partez solliciter une caution bancaire avec l'ancienne formule, vous n'avez que 4 jours pour pouvoir produire une caution au Conseil Café-Cacao. Donc, au bout de 4 jours, il faut produire tous les contrats que vous avez débloqués en janvier, en février, en mars. Chaque jour, vous êtes obligé d'apporter les contrats. Et donc, c'est des périodes que vous accumulez jusqu'à ce que la campagne commence. L'argent que vous allez produire, c'est-à-dire le taux que les banques vous prennent, est très important. Aujourd'hui, on vous dit c'est 1 mois avant le démarrage de la campagne. Donc, c'est vraiment un avantage pour les PMS COPES. Des mesures incitatives, certes, mais les pouvoirs publics préviennent qu'elles ne seront pas éternelles. Aujourd'hui, le gouvernement veut soutenir des nationaux
parce que comme il l'a dit, structurellement, ils sont quand même un peu, par rapport aux autres, ils sont un peu désavantagés parce qu'ils n'ont pas accès au financement dans les mêmes conditions, ainsi de suite. Mais il faut savoir qu'ils ont un effort à faire de leur côté aussi. Parce qu'on ne pourra pas soutenir indéfiniment une catégorie de personnes. Parce qu'à la fin de la journée, ça se fait toujours sur le revenu du producteur. Donc ce qu'il faut, c'est qu'ils puissent voir comment se regrouper pour atteindre aussi des tailles critiques et faire en sorte que le soutien, plutôt qu'il soit pour toujours, on puisse le leur donner pour une période limitée et à partir de laquelle maintenant ils peuvent voler de leurs propres ailes. Réaction des dirigeants des Pemex et Copex. Au regard des efforts qui sont faits par l'État et au regard de la confiance que l'État place en nous, nous devons tous ensemble retrousser les manches et relever le défi de cette nouvelle Côte d'Ivoire pour démontrer et prouver que nous sommes capables, si nous travaillons dans un environnement de commercialisation équitable, de pouvoir faire franc jeu avec les compagnies internationales. Comme on le voit, la prise de conscience est de mise. Gageons que les actes soient en phase avec les propos. L'effectivité des mesures aussi, de sorte à consolider la présence des petites et moyennes entreprises exportatrices, des coopératives exportatrices dans la filière café-cacao, la mamelle de l'économie ivoirienne. Chaque année, l'Organisation maritime internationale célèbre vers la fin du mois de septembre la Journée mondiale de la mer. Ici en Côte d'Ivoire, les autorités ont décidé de la célébrer demain 6 novembre. Les festivités auront lieu au port autonome d'Abidjan. Mais avant, je vous propose d'écouter le message du gouvernement recueilli par Francis Poifou. Faire du secteur maritime ivoirien un levier important de l'économie d'ici à 2020. Pour atteindre cet objectif, l'État invite l'ensemble des acteurs à se conformer aux législations nationales et internationales régissant la gouvernance des océans, des activités maritimes et portuaires. Un secteur menacé par les pirateries, les vols à main armée et autres actes illicites. Face à ces menaces, le ministre des Transports Gaoussou Touré rappelle que l'État a pris en février dernier un décret visant à coordonner l'action des administrations maritimes ivoiriennes dans la lutte. Son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, a déclaré dans son appel à ses pairs son engagement en faveur de l'adoption définitive d'un document juridique contraignant. Il s'agit du Code de conduite relatif à la prévention et à la répression des actes de piraterie, des vols à main armée à l'encontre des navires et des activités maritimes illicites en Afrique de l'Ouest. La célébration de la 37e journée nationale de la mer au port autonome d'Abidjan ce 6 novembre sera l'occasion pour les acteurs de réfléchir à des stratégies pouvant freiner l'insécurité sur les navires et dans les océans, surtout que 90% du commerce international s'effectue par voie maritime. Rendons-nous à Yamoussoukro où le séminaire d'information des parlementaires ivoiriens sur le processus et le contenu des réformes en matière de gestion des finances publiques a pris fin aujourd'hui. La rencontre a permis aux députés d'avoir une vue d'ensemble et une meilleure compréhension du processus en cours de modernisation de la gestion des finances publiques. Hugues Hervé-Blé. En grand nombre, les parlementaires ivoiriens ont pris part aux travaux de Yamoussoukro, marquant ainsi leur volonté de maîtriser le processus budgétaire. Pour environ 200 députés sur les 253 que compte l'hémicycle, l'occasion était bonne de s'approprier le processus et le contenu des réformes en matière de gestion des finances publiques, en vue d'un meilleur contrôle de l'action gouvernementale. Il est certain que pour l'enracinement de la démocratie dans notre pays, l'institution parlementaire doit prendre sa place dans tout le processus budgétaire. C'est pourquoi une forte implication du Parlement dans le processus budgétaire est le gage d'une meilleure politique économique nationale, d'une plus grande transparence de l'action gouvernementale et d'un consensus national renforcé. Différentes communications sur la budgétisation, l'exécution du budget et l'information comptable et financière ont marqué ce séminaire d'information. Elles ont été suivies avec grand intérêt par les députés. Des experts nous ont appris réellement comment constituer un budget et comment décortiquer un budget
Surtout que maintenant, avec la nouveauté, que tous les ministres puissent venir défendre leur budget devant l'Assemblée nationale, c'est une très bonne chose pour la bonne gouvernance. Un des rôles du député est de contrôler les actions gouvernementales. Donc au sortir de ce séminaire, nous pouvons affirmer que nous avons la possibilité de jouer pleinement le rôle qui nous est dû. Tout ce que nous apprenons aujourd'hui rentrera en ligne de compte effectivement en 2017. Donc je pense qu'après cette séance, il faudra encore revenir, reprendre, pour qu'on soit mieux aguerri pour la mise en application effective de ces directives-là. Pour un contrôle efficace de la gestion des finances publiques, les séminaristes souhaitent la mise à disposition du Parlement de moyens humains, matériels et financiers. C'est l'une des 17 recommandations du séminaire de Yamoussoukro. Un immeuble s'est effondré ce mercredi dans la commune d'Atekoubé. Il s'agit d'un immeuble R+4 en cours de démolition. Bilan de l'effondrement, 2 morts et plusieurs blessés graves. Les victimes sont des employés commis pour la démolition de l'immeuble. Éric Goré, Konepagassoro. Un immeuble R+4 dans la commune d'Atekoubé a été déclaré inhabitable par le ministère de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme. Vidé de ses habitants, il y a 2 mois à cause de sa vétusté, il était à la phase de la démolition. Pendant que les maçons du service compétent procédaient à sa démolition, l'immeuble cède. Il s'écroule sur les 18 travailleurs à l'intérieur du bâtiment. Alertés, les secours, une fois sur les lieux, réussissent à évacuer 9 travailleurs blessés grièvement. Nous sommes en train de faire des recherches des victimes pour voir s'il y a des survivants et puis voir avec les autres partenaires pour pouvoir lever les gravats qui se trouvent sur les victimes pour pouvoir les dégager. Les témoins sur place pensent que les travailleurs n'avaient pas le matériel adéquat pour la démolition du bâtiment. La mairie envoie plus de 20 jeunes avec des marteaux pour pouvoir casser à côté. Or qu'on ne peut pas casser un immeuble comme ça. Nous-mêmes, les jeunes du quartier, on les a dit que non, il y a des spécialistes pour casser un immeuble comme ça. Comment vous pouvez nous envoyer une vingtaine de personnes pour casser? Même ce matin, ils sont venus encore. On les a vus avec ces mêmes vingtaines de jeunes. On dit, mais cela peut faire quoi? Tout d'un coup, on est assis au quartier, on attend l'immeuble en train de se couler. 9 autres restent toujours coincés sous les décombres. En vue de les extraire, du matériel est acheminé sur le lieu de l'incident. Pour l'heure, aucun bilan n'a encore été communiqué par les services de secours. Intéressons-nous à présent au plus grand marché africain dédié à l'audiovisuel. Le Discop Africa a ouvert ses portes à Johannesburg, en Afrique du Sud. 95% des transactions audiovisuelles pour le marché africain ont été conclues ou initiées à l'occasion de ce rendez-vous important. Et pour rappel, la Côte d'Ivoire est le pays invité d'honneur à cette 9e édition. Christelle Menon. Annoncé il y a déjà plusieurs mois, Discop Africa a ouvert ses portes ce matin à Johannesburg, en Afrique du Sud. Un départ plutôt prometteur, 1300 visiteurs déjà présents sur les 2000 attendus. Ça y est, nous venons d'obtenir notre passe, le sésame pour ce grand marché de l'audiovisuel. Au programme ces 3 jours, conférences, pitching, visite de stand pour les acheteurs et exposition pour les vendeurs. Je vous propose une visite guidée des lieux. Charité bien ordonnée, direction le stand de RTI Distribution, la petite dernière des plateformes de distribution africaines qui déjà se frotte au plus grand. Jusqu'aujourd'hui, la production audiovisuelle ivoirienne n'avait pas bénéficié spécialement d'une ouverture à l'international. Et notre grand atout repose effectivement sur l'exploitation de ces programmes-là. Face à plus de 250 exposants distributeurs de contenu ou ombrelles nationales, on retrouve les acheteurs. La RTI fait aussi ses emplettes. Ici, on sélectionne déjà les programmes qui feront prochainement partie de la grille des 2 chaînes RTI 1 et RTI 2. Après ce Discop, les Ivoiriens peuvent s'attendre à des programmes, des contenus de programmes plus proches de leurs attentes. Nous venons voir ce que les gens nous proposent, qu'est-ce qui est en phase avec notre cahier de charges, qu'est-ce qui est en phase avec les attentes du public ivoirien, des téléspectateurs de Côte d'Ivoire. Des critères à tenir pour un diffuseur quand on est sollicité dans ce marché par des centaines de distributeurs ou producteurs. Ils viennent du monde entier, environ 70 pays représentés. Dans un contexte de transition numérique pour certains et de passage effectif au numérique pour d'autres, l'Afrique intéresse beaucoup. Des milliers de programmes fiction TV sur le plateau de service, de quoi donner l'embarras du choix. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur RTI 1.